Après plusieurs années difficiles, le pouvoir d'achat des Français devrait repartir à la hausse selon l'INSEE. Premier sujet d'inquiétude des Français, nous nous demandons aujourd'hui avec Gérard Marie-Henri si les prochains mois confirmeront ou infirmeront cette note de conjoncture. Nous sommes aujourd'hui dans la grande roue du marché de Noël de Reims. Je pense que vous vous rappelez, l'année dernière, nous étions dans le marché de Noël et nous avons choisi un petit peu cette idée d'être dans la grande roue pour parler aujourd'hui de pouvoir d'achat. On le sait, l'année 2023 a été difficile pour beaucoup de Français, une inflation soutenue, des coûts de l'énergie élevés, des taux élevés, donc pas vraiment de bonnes nouvelles durant l'année 2023. Et aujourd'hui, on voudrait un peu se poser la question de ce que va devenir ce pouvoir d'achat des Français. Est-ce que, comme l'INSEE l'a dit, on va repartir sur une hausse du pouvoir d'achat dans les mois qui vont suivre? Ou à l'inverse, est-ce que l'INSEE se trompe, ça lui arrive de temps en temps, donc sur cette notion de pouvoir d'achat? Mais pour commencer, ma première question, c'est peut-être redéfinir ce qu'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est en fait ce que je peux acheter comme biens et services avec mon revenu. Donc on voit très bien que si les prix des biens et des services augmentent, mon pouvoir d'achat diminue, mais si mon revenu a un petit peu augmenté, mon pouvoir d'achat augmente. Et donc c'est une course entre les deux, entre l'évolution de mon revenu et l'évolution des prix. On le voit sur le graphique qui apparaît derrière nous. Quelque part, c'est une courbe qui se suit un peu quand même. Le prix, l'inflation augmente et puis les salaires augmentent. Mais est-ce que l'inflation n'augmente quand même pas plus vite que les salaires ? Non, enfin bon, pour l'année 2023, peut-être un tout petit peu pour certains ménages, certaines personnes, on a effectivement une course qui a été un peu perdue, une baisse du pouvoir d'achat. Mais si on regarde sur le long terme, on s'aperçoit qu'on a, pour les Français, une augmentation à peu près régulière de l'ordre de 1% par an du pouvoir d'achat. Alors ça paraît pas beaucoup, mais si on ajoute le nombre d'années pendant lesquelles ça va se passer, ça signifie un changement de niveau de vie. Alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est pas la perception des Français, en fait. Aujourd'hui, on a, vous dites, ce pouvoir d'achat, et on le voit sur cet autre graphique derrière nous. Donc, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence, donc le pouvoir d'achat a augmenté. Donc, mais pourtant, les Français, eux, ils ont l'impression que ce pouvoir d'achat a plutôt diminué. Parce qu'on n'est plus sur la même trajectoire que l'on était il y a 20 ou 30 ans. Quand on compare le quinquennat Mitterrand avec le quinquennat Macron, le premier quinquennat, on s'aperçoit effectivement que les hausses de pouvoir d'achat sont nettement inférieures. Parce que, et ça, une troisième variable qui intervient, les gains de productivité qui sont nécessaires pour qu'il y ait augmentation du revenu ont fortement baissé. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir entretenir ce pouvoir d'achat? Parce qu'on l'a dit dans une autre émission, donc l'inflation semble un petit peu diminuer, mais les prix vont pas baisser. Non. Les salaires, on sent bien quand même que le choix de beaucoup d'entreprises, c'était plutôt d'augmenter la marge que d'augmenter les salaires des salariés. Donc est-ce que l'équation, quand même, va pas être si compliquée que ça? On va peut-être avoir quand même plus vous parliez d'un côté des charges, de l'autre côté des produits, donc les charges qui augmentent plus vite que les produits. Oui, mais on devrait avoir un équilibre, en fait, avec une tendance qui est faible. On a bien compris qu'effectivement, il y a un ressenti des ménages qui est négatif, parce que une hausse de 1,5%, 1% de mon pouvoir d'achat, c'est négligeable. Et moi, au contraire, je vois les prix des choses que j'achète usuellement qui augmentent beaucoup plus que ça. Donc, je ne me rends pas compte qu'un certain nombre de biens que je peux acheter ont un prix qui n'augmente plus, qui même diminue, l'électronique, les biens spécifiques, etc. Ce que je vois, c'est que j'ai une situation qui me semble être différente de celle de mes parents, qui pouvaient se dire, moi, je vais avoir une augmentation de mon pouvoir d'achat de 2, 3, voire 4 plus %. Des fois plus de 4% dans les années 60. Tout à fait. Mais alors aujourd'hui, quand même, il y a une différence entre les salariés, il y en a de plus en plus, 17%. Aujourd'hui, les salariés gagnent le SMIC, oui, ou l'équivalent du SMIC. Et puis, eux, vraiment, ça devient quand même difficile pour eux, parce qu'ils ont vu souvent leur salaire, certes, qui augmentait. Alors, on va peut-être différencier deux salaires, parce qu'il y a les SMICards, ceux qui vraiment sont indexés sur le SMIC. Voilà, ceux-là sont protégés. Ceux-là sont protégés. Et il y a ceux qui sont rattrapés. Et ceux qui sont rattrapés, c'est ça le problème. C'est pour ça que le chiffre que vous donnez, c'est un chiffre extraordinaire. On était à 11% de personnes qui étaient au niveau du SMIC. Avec le rattrapage par l'indexation du salaire minimum, ils ont rattrapé les autres. Et les autres, effectivement, souffrent puisqu'ils étaient au-dessus du niveau. Et maintenant, ils sont au même standard que les
les autres. Et là, on a bien un problème de cette indexation du salaire minimum sans qu'il y ait répercussion automatique sur les salaires qui sont immédiatement au-dessus. Et alors, quelle serait l'idée justement pour empêcher d'avoir une possibilité pour le gouvernement d'indexer les salaires sur... non, il ne faut pas, parce qu'à ce moment-là, on le fait bien. Non, elle le fait avec des contraintes qui permettent d'éviter que ce soit un dérapage complet. Donc il faut absolument éviter l'engrenage qu'on avait dans les années 70, où effectivement tous les salaires progressaient, ce qui donnait un aliment à l'inflation. Donc il faut revenir là-dessus. Mais ça n'empêche que jusqu'à 30% au-dessus du SMIC, il y a des gens qui sont rattrapés par l'élévation du salaire minimum, et qui, évidemment, ont l'impression qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat, puisque avant ils gagnaient plus. Ils n'ont pas perdu réellement au pouvoir d'achat, mais leur satisfaction, leur position a diminué. Est-ce que vous pensez que la prime de partage de la valeur que vient de lancer le gouvernement, qui va rentrer en vigueur le 1er janvier 2024 pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés, donc ça va toucher énormément de personnes. Est-ce que ça peut être une solution? Ça peut être une piste peut-être on redéfinira, mais qui permettrait d'éviter les problèmes qu'on vient de citer. Alors en conclusion, donc si par malheur donc les prix de l'énergie se mettaient à augmenter, si le baril de pétrole se augmentait, c'est vrai qu'au moment du tournage de cette émission, il est plutôt bas, mais il pourrait recraquer. Oui. Donc si vraiment on a une hausse du coût de l'énergie de nouveau, avec des taux qui sont très élevés, donc là on risque quand même de tirer à la longue. Non, parce qu'on a quand même cette indexation aux deux bouts de l'échelle. Les retraités sont relativement protégés, les gens qui travaillent au niveau du SMIC le sont aussi, et les entreprises n'ont pas vraiment envie de décourager leurs salariés. Donc même si elles rechignent un peu à augmenter les salaires de façon identique à l'inflation, elles ne sont pas très loin de donner à peu près ce qu'il faut pour que le pouvoir d'achat ne s'effondre pas. En conclusion, en général, ça pourrait être un petit peu la synthèse de presque toutes les émissions de l'année 2023. Est-ce que les choix gouvernementaux avec les mesures d'urgence qui ont pu être mises en œuvre, le blocage tarifaire de l'EDF et du gaz par exemple, est-ce que finalement c'était une bonne chose pour le pouvoir d'achat? Et surtout, j'aimerais vous entendre par rapport, je sais que vous avez souvent parlé des autres pays que la France, comment on se situe par rapport aux autres pays? Donc c'était pas mal. En fait, sans être franco-franchouillard, on peut dire que les mesures que le gouvernement français et Bruno Le Maire ont prises sont des mesures qui ont permis justement de protéger ce pouvoir d'achat. Au risque, alors le bémol, c'est au risque de donner un aliment à l'inflation qui fait que l'inflation française est quand même supérieure à celle de nos voisins dans le même ensemble de la zone euro avec les mêmes taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Donc on a d'un côté l'effet protection qui est positif, puis de l'autre côté, l'effet, je laisse l'inflation quand même continuer à grignoter un peu le pouvoir d'achat. Donc je suis obligé de continuer à faire ces mesures. Et donc c'est une trajectoire qui est à la fois bonne et discutable. L'inflation redescend quand même moins vite en France que dans les autres pays européens. Donc est-ce que justement dans le même temps, le pouvoir d'achat des autres pays européens, justement... Non, n'a pas fait de miracle non plus. Ils sont sur la même trajectoire que nous, c'est-à-dire ils ont le même problème qui est le ralentissement des gains de productivité. Donc on est sur une trajectoire de au maximum 1% d'augmentation, c'est-à-dire ce qui n'est pas presque visible pour la plupart des ménages. Gérard, merci en cette période de fin d'année. Merci Jean-Marc. Bonne année 2024 et bonne année à tous ceux qui... Et on dit merci à Thierry, notre super technicien.